Mais en gros, le Hellfest, plusieurs polémiques qui entourent le Hellfest depuis longtemps. Et en fait, j'ai trouvé une interview sur un article gratuit du patron, mais elle date de 2023, donc elle a 2 ans. Du patron du Hellfest, en gros. Et sinon, j'ai 2 articles qui parlent de ce qui a été fait des polémiques de cette année. On va peut-être lire d'abord l'interview qu'il y a eu en 2023 du patron du Hellfest, sachant que j'ai trouvé d'autres interviews, je crois plus récentes de lui, mais les articles étaient payants. C'est Ben Barbeau. Mais du coup, on va prendre l'interview de 2023 pour un peu voir comment il s'exprimait il y a 2 ans. Malheureusement, j'ai pas accès à ces toutes récentes interviews. Ouais, plein d'horreur au Hellfest, tout à fait. Ouais, bah écoutez, je vais faire l'interview qui date de 2023. Mais voilà, le premier article que j'ai vu qui date d'il y a 2 ans, c'est du France Info. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et en plus, voilà, ça a abordé plein de sujets. J'ai vu pas mal d'interviews complaisantes en mode, oui, non, mais au Hellfest, maintenant, il n'y a pas que du métal. Un truc comme ça, tu es un peu en mode, en fait, il y a beaucoup d'autres polémiques, on s'en fout, quoi. Mais est-ce que le Hellfest va rester le festival métal qu'il est? Mais oui, il va le rester, bref. Là, ça a l'air de parler de plusieurs trucs qui nous intéressent, à savoir les tarifs, les groupes controversés, impact environnemental. Le patron, Ben Barbeau, répond aux polémiques, pardon. Je connais pas Barbeau, alors ça va me permettre, cette interview, de me faire une idée de qui est-il et de peut-être sa manière de répondre, parce que chaque année, moi j'entends parler de polémiques au Hellfest, de polémiques plutôt par rapport au groupe et aux antécédents du groupe, des groupes qui sont souvent vénères, on parle pas juste de groupes qui ont des petites casseroles en général. Régulièrement de polémiques aussi par rapport à des choses qui se passent même pendant le Hellfest, au manque de sécurité notamment, voilà c'est ça. Ça j'en ai entendu parler pas mal de fois, donc on va voir ça, voilà. Hellfest 2023, du coup, je disais, groupe controversé, hausse des tarifs, impact environnemental, le patron Ben Barbeau répond aux polémiques. Le rendez-vous des amateurs de métal qui débute le 15 juin, donc en 2023, donc l'article a 2 ans. Donc le 15 juin pour 4 jours est critiqué sur plusieurs points cette année. Le patron du festival Ben Barbeau répond point par point. Donc ça va nous permettre de parler de plusieurs sujets. Donc c'est lui, cofondateur et patron du Hellfest, le festival dédié au métal et ses courants, qui se déroule à Clisson, en Loire-Atlantique. Photo du 17 juin 2016. Le Hellfest s'apprête à faire résonner une nouvelle fois le métal et ses courants de jeudi 15 à dimanche 18 juin. Dimanche, je vais y arriver, 18 juin. 2023 à Clisson, près de Nantes, en Loire-Atlantique, le festival dont la 16e édition, donc on est à la 18e, si je dis pas de bêtises, programme notamment les géants Iron Maiden, Kiss, Motley Crue, j'espère que j'ai dit bien, Slipknot, Pantera, Black Flag, affiche complet avec 240 000 spectateurs attendus. Montré du doigt sur plusieurs points cette année, notamment sur sa programmation d'artistes condamnés par la justice pour violence conjugale, le co-créateur et directeur du Hellfest Ben Barbeau répond aux critiques dans un entretien à l'AFP. Vous programmez cette année Johnny Depp, comme guitariste des Hollywood Vampires. En dépit de la controverse qui l'entoure depuis le procès qu'il a opposé à son ex-femme Amber Heard. Ça, j'aimerais bien en parler un jour. Amber Heard, pardon. Je dis souvent Heard, mais c'est Heard. Sur fond d'accusation de violence conjugale, et Tommy Lee, batteur des Motley Crue, condamné en 98 pour violence conjugale envers son ex-femme Pamela Anderson. Punaise, elle a... Ah ouais, elle en a eu plusieurs des conjoints violents, punaise. Pantera, chanteur, plusieurs fois fait sur scène des saluts nazis et gueulé white supremacy. Ok, je savais pas. Oui, il y a des métalleux, tout à fait. Les polémiques de cette année, apparemment, alors qu'il y en a plein, hein, c'est que les métalleux ils se plaignent parce qu'il y avait Muse et d'autres groupes qui étaient pas assez métalleux en vrai. Hein. Johnny Depp est nul à la guitare, en plus il était déchiré. Il était tellement déchiré que les ingé-sons ont baissé sa guitare pour pas qu'il massacre le morceau à coups de fausse note, c'est vrai? Ah, il a fait une... En plus il a fait une prestation toute pourrave. Chais. Donc la réponse de Ben Barbeau, notre ligne de programmation artistique est basée sur la demande, qu'on nous fait ou pas d'un artiste. Ah ouais, d'accord. Ils font partie des groupes mondialement connus qui attirent les foules. Je suis bien conscient que certains voudraient qu'on ne les programme pas, mais je suis ni juge ni procureur. Je ne souhaite pas créer une sorte de seconde sentence. Tommy Lee a été condamné il y a plus de 30 ans. C'est un beau message, hein, en tout cas. Ouais, bah oui, c'est les mêmes arguments qu'avec Bertrand Cantat, quoi. Motley Crue, j'ai tellement des dingueries sur certains des membres du groupe aussi. Ouais, voilà. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas qu'une chose à chaque fois. Traduction, le pognon. Si ça rapporte du pognon, ils peuvent venir. En fait, traduction, c'est des groupes connus. Les gens seront contents de les voir. Alors le reste, je m'en fous. Et si Rammstein, dont le chanteur est accusé d'agression sexuelle, vous sollicitez pour jouer l'an prochain au Hellfest? Tiens donc! Le foreshadowing! Le foreshadowing de Zinzin, parce qu'on va voir juste après un article, enfin un peu après, un article qui parle totalement du chanteur de Rammstein et des problèmes, effectivement, d'agression sexuelle et de harcèlement. C'est incroyable! Parce que cette année, il y était. Ça, c'était il y a 2 ans, on le rappelle. Ah, c'est foreshadowing de fou, c'est parfait.
Réponse de Ben Barbeau. Il y a une vigilance à avoir. On parle de comportement durant les concerts. Je n'ai eu connaissance de rien de tel quand Rammstein a joué au Hellfest en 2016. Si le groupe venait à nous contacter pour l'an prochain, oui, ce qui n'est pas le cas, si des plaintes ont été déposées, si une enquête est en cours avec des indices concordants, on n'ira pas. On ira... tu diras non, c'est ça que ça veut dire? C'est me donner trop d'importance et de compétences d'attendre que je sois un procureur et juge. Ouais, on a compris, on a compris. Mais la sécurité des festivaliers et des festivalières, ça c'est ma responsabilité. On a créé l'an dernier une brigade Hellwatch pour prévenir les violences sexuelles et sexistes. C'est quand même assez aberrant de devoir créer ça, quoi, pour un festival. Je suis d'accord que dans plein de festivals, il doit y avoir des trucs sales, mais il doit y avoir des problèmes comme ça. Ceux que j'ai fait, par exemple, il n'y avait pas l'air d'y avoir besoin de ça. Il pouvait peut-être y avoir des cas isolés, mais c'est tout. Là, carrément une brigade. Genre, une brigade anti-violence sexiste et sexuelle. Après, bon, bah, j'avoue, les festivals, c'est des contextes un peu particuliers, mais j'ai l'impression que je suis là, j'ai l'impression que ça va plus loin avec l'Hellfest. Oui, c'est ça, l'argument de il a purgé sa peine, ça peut s'entendre. Je comprends que ce soit hyper délicat, je pense, pour un festivalier de dire, de fact-check absolument tous les groupes pour savoir à quel point cette personne est acceptable ou pas. Mais effectivement, en fait, le truc, c'est que souvent la condamnation, c'est juste un point culminant de tout un tas d'autres choses. Et comme vous parlez de propagande néo-nazie, ça devrait jamais être acceptable. De propos de suprémacistes, ça devrait jamais être acceptable. De comportements d'agression, même pendant presque les concerts, ça devrait jamais être acceptable. Et ça, c'est leur responsabilité. Donc c'est plus ce genre de truc. De toute façon, ça nuit à ton image d'accepter ça. Mais vu que c'est des groupes hyper connus, ça passe. Par contre, j'essaie de faire le tri dans ce que j'écoute. Ouais, bah maintenant ça se fait de plus en plus. On essaye du moins. La fameuse brigade, elle fait comme les flics. Elle pousse les victimes à se taire. Il y a clairement un taux énorme de VSS au Hellfest par rapport à d'autres festivals de même ampleur. Ouais, voilà, c'est que vraiment, c'est quelque chose qui revient beaucoup autour du Hellfest. Et vraiment, chaque année, hein, il y a toujours ces mêmes faits qui sont rapportés, quoi. Du coup, il disait, on a créé l'an dernier une brigade Hellwatch pour prévenir les violences sexuelles et sexistes. On a décidé de la muscler avec 60 personnes cette année. Mais quelles sont les compétences de ces personnes? C'est quoi leurs compétences? Ils peuvent accompagner les victimes? Ils peuvent réprimander, faire quelque chose contre les agresseurs? C'est quoi leur pouvoir? C'est quoi leur rôle? C'est quoi leur formation? On sait que c'est perfectible pour les questions d'environnement, prévention de violences sexuelles et sexistes. C'est faux de dire qu'on s'en contrefou car on vend nos billets en 5 minutes. On a conscience qu'on doit s'améliorer. Ok. Là, il s'en fout pas. C'est des randoms, ouais. J'avoue que moi, je suis pas pour donner un pouvoir comme ça et en plus les mettre au contact de victimes d'agressions sexuelles à des randoms, en fait. Vraiment, ça peut être hyper dangereux, hein. Mais c'est ça, avoir un groupe nazi dans le festival, c'est avoir... Enfin, ou en tout cas, qui au moins a sorti des dingueries. Mais effectivement, oui, nazi, néo-nazi. Dans le festival, ça veut dire avoir le public qui va avec. Et donc, public crânasé, skinhead, tatoué, pas ouf. Ouais, c'est clair. Au bout d'un moment, il faut évoluer, il faut mettre en avant, vu que le Hellfest a ce pouvoir de mettre en avant des groupes aussi, bah justement, mettre en avant d'autres groupes, quoi. Sachant que les assos qui sont spécialisés dans des VSS et autres sont ignorés par le festival. Bon, bah voilà. La Hellwatch n'était plus présente sur le site après 20 h. La direction du Hellfest ont refusé de former les équipes au VSS. C'est vraiment pour faire genre, oui, c'est du... Je sais pas, comment on pourrait appeler ça, du washing, je sais pas. Mais c'était, oui, c'est juste une vitrine, quoi. Après, c'est vrai que la controverse participe probablement aussi à l'ampleur du truc, quoi. L'association des Catherinettes, spécialisée sur les VSS au milieu festif, avait rompu son partenariat avec le Hellfest tellement c'était du foutage de gueule. Ah, merci pour vos infos, hein. Merci, Curé Vénérable, d'accord. Bah oui, c'est ça, parce qu'ils parlent même pas d'une association. Ils parlent, oui, on a une brigade qui va intervenir en cas de VSS, et on n'a même pas de nom d'une association qui travaille avec la brigade, on n'a même pas de nom d'organisation, enfin, on n'a pas grand-chose, quoi, en fait. C'est quoi le problème avec le Hellfest? Parce que moi, j'en vois une dizaine. C'est vrai. Là, on est vraiment qu'au début, on regarde une interview qui date de 2023 et qui fait un bon foreshadowing sur ce qui s'est passé en 2025. C'est ironiquement, c'est un peu marrant et triste, hein, bien sûr. Mais c'est ça, faut faire de la prévention avant. Évidemment que déjà, à partir du moment où tu acceptes des groupes qui ont commis des VSS et qui en commettent même, on va dire quasiment durant leur concert, ou en tout cas juste avant, juste après, avec les festivaliers, festivalières, avec le staff et tout, si tu les invites après... Bah, ça envoie le message clairement que bah, t'es conciliant avec ça, de forcément. Vu qu'en plus, c'est plein de groupes qui sont concernés par ça. Pareil pour le côté néo-nazi et tout ça. Ça montre que clairement, tu t'en fous. Et du coup, bah déjà, tu peux... C'est même pas possible de faire de la prévention dans ce cas-là, à partir du moment où les personnes qui sont sur scène sont dangereuses. Et où on le sait. Du coup, bah, première réponse, une brigade de 60 personnes de Hellwatch a été mise en place pour prévenir des violences sexistes et sexuelles. Vous en avez parlé,
Il n'y a pas beaucoup d'autres infos qui sont données. Vous m'avez donné d'autres infos qui prouvent que, en plus d'être qu'une vitrine, elle était peut-être même dangereuse, cette brigade. Bref. Autre question, pourquoi le pass 4 jours augmente-t-il de 40 € pour passer à 329 € cette année? Oui, il a pris 40 € en un an. C'est ça. Il augmente en gros 40 € peut-être chaque année, quoi. Merci, j'avais mal compris. Comparé à sa taille, le Hellfest est le festival le moins bien subventionné. Qu'il y a besoin quand t'as Rammstein qui vient jouer. Avec 40 000 € sur 35 millions de budget. Il faut savoir qu'on ne cherche pas du profit. On réinvestit ce qu'on gagne dans la scénographie, la sécurité, l'accueil du public pour l'édition suivante et on subit l'inflation générale sur l'énergie, les prix des services et nos prestataires. Blabla, l'État il veut pas nous donner des sous. Le prix n'est pas accessible pour tous et je le regrette. Mais on ne dépasse pas les 500 € contrairement à d'autres festivals à l'étranger. On opère dans une niche. Mais les groupes qu'on programme jouent aussi sur l'offre et la demande. Il y a aussi une vraie question de l'impact environnemental. Car les artistes arrivent avec une production de plus en plus gigantesque avec des décors, etc. Si les artistes levaient un peu le pied là-dessus, peut-être verrait-on des cachets à la baisse, même si j'ai du mal à y croire. Qu'est-ce que c'est que cet argument éclaté au sol? Genre vraiment, tu n'as aucun pouvoir là-dessus sur ce qui est organisé? Genre à chaque fois, non mais c'est les artistes aussi, ils font des trop gros shows. Du coup ça coûte des sous, c'est pas de notre faute hein. En fait il faut que les artistes ils fassent un moins bon spectacle et comme ça le billet serait moins cher. J'ai jamais vu cet argument, j'ai jamais vu l'argument de les artistes ils mettent le paquet et c'est ça qui coûte des sous. Genre... Après voilà, moi je sais que les festivals de zik c'est toujours, enfin très connu, c'est toujours très cher, je me rends pas compte donc je peux difficilement juger, mais ça me fait rire cet argument j'avoue. On réinvestit dans la pyrotechnie, la pub, la pyrotechnie, la pyrotechnie, la pyrotechnie, la pyrotechnie, un raton laveur et la pyrotechnie. Ah, j'aime bien. Mais surtout que l'immense... Enfin voilà, le Hellfest c'est en plus retransmis en direct et tout. Enfin, c'est ce qui fait le rayonnement du truc. C'est à toi de poser une limite aussi, hein. Le cachet des artistes c'est un truc de dingue, surtout que si tu as de grosses affiches. Et il a dit lui-même qu'il veut que tous les plus gros groupes du moment viennent. En métal. Oui, au bout d'un moment, oui, t'as des grosses ambitions et après, tu dis que parce qu'ils font trop le show, ça coûte cher, je sais pas quoi. Le Hellfest, pour sa double édition exceptionnelle 2022, il y a une double édition en 2022, a consommé 300 000 litres de fuel l'an passé. Ben Bardo. J'étais trop transparent en disant ça. Alors, j'avoue, j'ai du mal à... Je me rends pas compte aussi de ce que c'est que cette consommation. Ça semble à la fois énorme et à la fois peut-être logique, j'en sais rien. Mais le fait que la réponse directe, c'est... J'aurais pas dû vous le dire. Ça me fait hyper rire. C'est vraiment le meilleur moyen de t'enfoncer direct. Il dit pas, bah oui, ça coûte très cher et c'est aussi un problème, c'est beaucoup et tout. C'est aussi pour ça qu'il faut que les artistes ralentissent. Tu vois, non, tu peux dire ça. Bah, non, direct lui dit, non, mais en fait, j'étais trop honnête. Elle jurait, j'étais trop honnête, j'aurais pas dû. Mais bref, ça me fait rire. J'ai été trop transparent en disant ça, et je n'ai pas dit que je m'en foutais. J'ai dit que concernant l'énergie, il est difficile pour le moment d'avoir des solutions techniques. Mais j'insiste, nous savons que des industriels, constructeurs de groupes électrogènes travaillent pour nous trouver des moyens pour, je l'espère, à l'avenir organiser des événements avec une énergie plus propre. Je ne me prétends pas spécialiste, peut-être que cela passera par l'hydrogène, j'y crois pas, le photovoltaïque. Cette année, le Hellfest teste sur un groupe une solution hydrogène et on s'est engagé l'an prochain sur un test de prise en charge photovoltaïque. Il y a 15 ans, le Hellfest ne faisait pas de tri sélectif. Non mais franchement, ça c'est un... On en est à 70%. Alors oui, on ne faisait pas du greenwashing. On sait que tout n'est pas parfait. Si, alors franchement, se vanter sur un festival comme ça de faire du tri sélectif, c'est du greenwashing. Ça me rappelle un petit peu aussi ce qui avait été dit à l'organisation de comment ça s'appelle là, du truc de F1 de Squeezie là. Ou pareil, ça a été un petit peu le... Alors oui, c'est vrai que c'est un truc de grosse envergure, mais on a une entreprise qui va nous aider à mieux trier les déchets. Du GP Explorer, merci. C'est devenu une très très bonne manière de faire du greenwashing, de parler de tri sélectif qui était présent en 2019. Oui, et puis en plus parler de se vanter de tri sélectif en 2023, oui, c'est un peu normal quand même. Oui, c'est ça, on fait le tri sélectif, mais pas des groupes invités. On fait un tri, mais à la popularité, quoi. En tout cas, voilà, c'était tout petit, hein, mais au moins ça a permis de voir un petit peu ce qui a été dit il y a 2 ans par Ben Barbo. Mais du coup, bim, on rentre dans un gros morceau là. Article de 2025, du 12 juin 2025 pour être plus précise. Le Hellfest fait jouer un meurtrier homophobe et ne voit pas le problème. J'aime bien, parce que déjà le titre permet de comprendre tout de suite tout ce qu'il va y avoir dans l'article. Avec le « et ne voit pas le problème », on va avoir du coup peut-être un retour de Ben, hein, de ce bon vieux Ben Barbo. Le titre, il nous divulgage un petit peu, mais il est efficace, tout à fait. Condamné pour avoir tué un homme gay de 37 coups de couteau, le batteur norvégien Bard
Hayton. Bon, on s'en fout si je prononce mal son nom, vu que c'est un putain d'assassin, en fait, homophobe. Donc je vais dire Bard Hayton. Ouais, c'est ça, le barteur norvégien Bard Hayton se produit le 21 juin à Clisson. Le festival, qui attend 240 000 visiteurs, ouvre grand les bras à d'autres artistes problématiques, tels l'allemand Till Lindemann ou l'états-unien Ronnie Radke. Ronnie Radke. Ok. Je connaissais pas tous ces bails. Et ben là, on va parler de bails de cette année. Et il y a encore autre chose après. L'affaire, considérée comme l'un des actes fondateurs du black metal, est connue de tout adepte de cette scène musicale, voire au-delà, puisqu'elle a été popularisée par le film Lord of Chaos, sorti en 2019. Le 21 août 1992, dans le parc olympique de Lillehammer, Norvège, Bard Hayton, batteur du groupe Cult Emperor, 18 ans à l'époque, tue de 37 coups de couteau Magne Andreasen, un homme gay qui lui avait fait, selon ses dires, des avances. Oh, c'est vraiment pour ça en plus. Avant de lui asséner des coups de pied à la tête. Ah waouh. Je savais pas à quel point le meurtre était hyper barbare. J'avais pas vu les détails. C'est hyper barbare. C'est hyper... Je sais pas. Parce qu'il lui a fait des avances. Ce qui est peut-être même pas le cas en plus, mais vraiment, de toute façon, la raison quoi. Eh ben... Condamné en 1994 à 14 ans de prison pour ce meurtrier, mais aussi pour avoir incendié des églises en compagnie du musicien néo-nazi Varg Vikernes. Est sorti 9 ans plus tard en 2003. Pas très surprise du coup qu'il soit pote avec des néo-nazis. Depuis sa libération, le Scandinave a poursuivi comme si de rien n'était, ou presque sa carrière dans le milieu des musiques extrêmes. Ouais, bon mot choisi. Il est programmé samedi 21 juin à l'affiche de l'événement majeur du genre en Europe, le Hellfest à Clisson, Loire-Atlantique, qui rassemble 240 000 festivaliers et festivalières sur 4 jours. Il assure la batterie du projet Bloodfire Death, un spectacle conçu en hommage au groupe suédois Bathory. D'après les éléments rassemblés par Mediapart, Bard Hayton n'a jamais publiquement exprimé de regret pour ce crime. Je dois assumer la responsabilité de mes actes et purger ma peine. Je lui ai ôté la vie et j'en ai payé le prix. Ce n'est pas grave. Du moins à mon avis. C'est quoi qui est pas grave? C'est quoi qui est pas grave? C'est pas grave à mon avis. Putain. C'est quoi qui est grave dans ton avis alors? Témoignait-il en 1995 auprès des auteurs du livre Les Seigneurs du Chaos paru en France aux éditions du Camion Blanc. En 2002, dans les colonnes de la revue britannique Terrorizer, l'artiste racontait que son incarcération lui avait beaucoup appris sur lui-même. Bien sûr, j'ai réfléchi à ce qu'il n'allait pas. J'ai essayé d'analyser les choses où les choses avaient mal tourné, au moment où t'as tué quelqu'un peut-être. Mais je n'ai jamais vraiment songé à ce que j'aurais dû faire différemment. Pas tuer quelqu'un? La vie est trop courte pour s'inquiéter de ses erreurs. Bah oui, surtout la personne que t'as tuée, mais putain. Waouh. Désolé, hein, le côté rire, c'est vraiment ce que je suis. J'arrive même pas à croire qu'on puisse dire ça premier degré en fait. C'est pas que c'est marrant. Vraiment, je préfère vous le dire. C'est... Waouh. La vie est trop courte pour s'inquiéter de ses erreurs. On est homophobe avec un pote néo-nazi. On tient une piste là. Hein, j'ai l'impression... Un pattern un peu, ouais. Je pense peut-être même on pourrait essayer d'en déduire des choses à éviter dans ce festival, je sais pas. Hein. La vie est trop courte pour s'inquiéter de ses erreurs. Discours similaire en 2012 dans un entretien au magazine allemand Oxfanzine. J'étais un enfant avec des problèmes de comportement qui a commis une erreur fatale il y a 20 ans. Une erreur, hein. Comme quand les gens disent « C'est dommage que Bertrand Cantat ait fait cette connerie !» Ah, c'est pareil, quoi. Une erreur, une connerie, hein. De jeunesse. C'est un meurtre. C'est pas une erreur, c'est un meurtre. Tu l'as fait 37 coups de couteau puis des coups de pied. C'est pas sûr, tu l'as poussé, il est tombé sur la tête, il est mort. 37 coups de couteau. T'as eu 37 occasions de t'arrêter. Bref. Contacté par Mediapart, Bard Hayton a réagi succinctement. Je ne vois pas en quoi mon cas est pertinent aujourd'hui, 33 ans plus tard. Bah oui, c'est pratique. La prescription, hein. C'était le passé, hein. Je commande jamais. Je ne le commande jamais. Bah oui. Et je n'ai pas l'intention de le faire maintenant. Les méfaits que j'ai commis dans le passé sont derrière moi. Bah c'est pratique, hein. On va dire ça à la famille de la victime, hein. Une erreur fatale, mais pas pour lui. Bah non, hein, il peut continuer à jouer, donc... C'est très très inquiétant de savoir que des gens comme ça peuvent continuer à avoir leur groupe et à être en contact de plein de gens et avoir un public et des fans après avoir fait ça. Oui, c'est clairement pas juste ma main a dérapé 37 fois, c'est ça. De l'avis de Tom Dare et de Matt Rushton, animateur du podcast Hellben for Metal, dédié aux questions LGBTQIA+, au sein, je rajoute le A, hein. Au sein du métal, cette absence de remords public pose problème. Oui, c'est ça. Donc fermement à la réhabilitation. Pour un meurtre comme ça, j'ai un peu du mal, moi, je vous l'avoue. Mais une partie de ce processus consiste à reconnaître ses actes et à chercher le pardon. Ouais, l'essentiel. Enfin, je veux dire, c'est
C'est juste l'essentiel. On peut jamais parler de réhabilitation à partir du moment où la personne dit non mais c'est bon, c'est passé il y a longtemps, fous-moi la paix quoi. Et qu'il appelle ça une erreur. Effectivement, aucun pardon n'est possible à partir du moment où la personne ne voit même pas en quoi elle a besoin de demander pardon. Faust n'a jamais fait ça, voilà. Oui, Faust n'a jamais fait ça. Constate-t-il en 2021 dans un épisode de leur émission consacré au personnage. Tant qu'il n'exprime pas ses remords et qu'il ne s'excuse pas, l'invité à jouer sur scène revient à cautionner ce qu'il a fait. C'est ça. Parce que lui dit, j'avais de la prison, donc c'est bon quoi. Un festival devenu le 5e de France en termes de fréquentation, sollicité à plusieurs reprises par Mediapart, le Hellfest n'a pas répondu. La chaîne publique Arte, diffuseuse historique du festival à travers sa plateforme vidéo Arte Concert, déclare quant à elle, sans plus de détails, avoir une vigilance accrue sur la programmation mais communique allègrement sur son partenariat avec l'événement. Effectivement, je les ai vus beaucoup en parler, ouais. Et ça me faisait chier de les voir en diffuser de ça sans parler des problèmes qu'il y avait à côté, quoi. Sur ce festival, ça me faisait un peu chier. Batteur du projet Blood Fire Death, prend la pause pour le label italien Wine and Fog Production, actif dans la scène du black metal néo-nazi. Ardeten répète régulièrement qu'il n'a jamais eu d'opinion homophobe, fasciste ou raciste. Il a des potes néo-nazis et il a tué un gars parce qu'il avait essayé de le draguer de 37 coups de couteau, mais bon, par ça, il est pas homophobe ou fasciste ou raciste. Waouh. Déjà, si t'as besoin de le dire, c'est que vraiment tes actes prouvent quand même pas mal l'inverse. Le chanteur de black metal Christian Gall Espedal, l'un des rares musiciens ouvertement gays sur cette scène, a confié en 2019 que le batteur avait été le premier à le soutenir après son coming out. La moitié de ma famille vient de l'autre bout du monde. Ouais, ce qui devrait prouver mon positionnement. De quoi? La moitié de ma famille vient de l'autre bout du monde, ce qui devrait prouver mon positionnement, indique en outre Faust. Il partage sa vie avec une brésilienne. Mais quel rapport? Tu t'as pas compris la question, je crois. Non mais moi, alors je peux pas être nazi, je suis hyper ponctuelle. Regardez, j'ai une casquette bleue, ça le prouve. Vraiment, l'enchaînement de ces mots, aucun rapport en fait. C'est vraiment aucun fucking rapport. Tu sais que justement en Amérique latine, il y a beaucoup de néo-nazis. Enfin, il y a eu, en tout cas. Je peux pas être raciste, il y a des étrangers dans ma famille. Je peux pas, j'aime les fouilles. Putain, c'est tellement ça. Et c'est ça, je ne suis pas homophobe, j'ai un ami gay. On a complètement cet argument de « Attends, j'ai défendu mon pote, donc ça va. Bon, j'ai tué un autre gars parce qu'il était gay, mais bon, lui, ça va, j'ai défendu. » C'est-à-dire que je ne tue pas tous les gays, seulement ceux qui me draguent. C'est... Oh waouh. C'est le même argument que Danny Caligula, de son entourage, où il y avait Raz qui disait bah non, mais nous, après, on a demandé à ses autres compagnes si elles avaient été violées, et elles ont dit que non, hein. Donc en fait, c'est que finalement, ça va, hein. Bref, vraiment, il partage sa vie avec une brésilienne. Non mais vraiment quoi. Bref, les photographies récentes repérées par Mediapart suggèrent pourtant autre chose. Elles montrent le Norvégien faisant l'homme sandwich pour le label italien Wine and Fog. Vin et brouillard, nom dérivé du décret du Troisième Reich. Nuit et brouillard, qui ordonnait en 1941 la déportation des opposants au régime nazi. Waouh. Actif sur la scène NSBM, Black Metal National Socialiste. Ah mais c'est une scène, genre carrément, c'est vraiment un courant. Je ne connaissais pas l'idéologie derrière ce label. On m'a donné le t-shirt et on m'a demandé de le photographier. Mais je savais pas, moi. Putain. Bah, il savait pas, hein. Ah, bah zut. Mon pote néo-nazi m'a pas dit pourtant on est potes. Se justifie Bard Eaton qui, à la suite de l'envoi de nos questions, a enjoint Wine and Fog à retirer les images de sa page Facebook. Till Lindemann, chanteur au cœur d'un système de prédation sexuelle. Donc ça, c'est un autre chanteur qui était au Hellfest. Il est l'une des têtes d'affiche de la journée inaugurale du Hellfest, jeudi 19 juin. Till Lindemann, chanteur du célèbre groupe de métal industriel Rammstein. Ah, mais c'est lui! Chanteur du célèbre groupe de métal industriel Rammstein, a été il y a peu aux prémices d'un MeToo du rock en Allemagne. Rembobinons. En mai 2023, une Irlandaise de 24 ans, Shelby Lynn, accuse l'artiste de 62 ans de l'avoir drogué puis agressé sexuellement à l'issue d'un concert en Lituanie. Ce témoignage suscite la prise de parole d'une dizaine d'autres jeunes femmes, relatant tout peu ou prou le même scénario. Les fans ont été recrutés par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou repérés au premier rang des concerts. Retenons bien ça, parce que l'autre article va parler du coup de l'après Hellfest de cette année, ou repérés au premier rang des concerts avant d'être conviés en coulisses pour des fêtes. Certaines d'entre elles disent avoir bu de l'alcool ou ingéré des produits stupéfiants à leur insu et avoir eu des relations sexuelles avec leur idole. Le parquet de Berlin avait annoncé dès fin août 2023 le classement sans suite de l'enquête ouverte. Ah, sans suite en plus! 2 mois plus tôt contre le chanteur, faute de plainte, parce qu'aucune victime directe ne s'est manifestée auprès de ses services. Malgré la... Mais en même temps...
Là, c'était en Lituanie. Genre oui, déjà, c'est hyper compliqué. Le mental qu'il faut pour déjà porter plainte contre, genre, le chanteur de Rammstein, genre. Le mental qu'il faut et là, le courage et vraiment un peu la thune, quelque part, j'en sais rien, mais tout ce qu'il faut pour porter plainte contre le chanteur de Rammstein, mais en plus, faut que t'ailles en Allemagne pour le faire. Ouais, là, c'était en Lituanie, c'est le fait qu'ils sont rapportés. Enfin, please. Bah oui, vous êtes pas venu au bureau, donc on a fermé. Bah c'est bon, allez, c'est fini. Non, c'est bon, on prend plus les plaintes. Malgré l'abandon des poursuites, des questions restent en suspens. Toutes les questions restent en suspens vu que rien n'a été fait. Notamment sur la manière dont l'artiste a pu user de son aura auprès de ses admiratrices. Till Lindemann ne nie pas ce système de casting. Il dit simplement que tout est consenti. Pointe auprès de Mediapart, Daniel, le fait qu'il voit pas le problème déjà, ça pose beaucoup de problèmes. Daniel Draper et Lena Kampf, journalistes respectivement à la chaîne publique NDR et au quotidien allemand. À l'origine des révélations sur Rammstein dans la presse allemande. Faut pas, je vais pas lire ça, franchement, faut aller se faire foutre. Co-auteur en 2024 du podcast Rose Zero, les deux journalistes ont échangé dans le cadre de leurs travaux avec des dizaines de personnes qui décrivent ce système de casting. Certaines des femmes concernées nous ont rapporté qu'elles n'avaient pas eu de bonnes expériences. Elles avaient le sentiment qu'à la fin, elles ne pouvaient plus décider aussi librement qu'elles l'auraient souhaité. Imaginez vous retrouver seul dans un grand stade où vous n'êtes jamais allé dans les coulisses avec la star que vous idolâtrez depuis des années et être confronté à ce dilemme. Soit je dis non et je ne le reverrai plus jamais, soit je dis oui, mais dès lors, ça devient difficile de faire machine arrière. Ce système de recrutement était organisé comme une sorte d'entonnoir où l'on s'enfonce toujours plus. Oui, le classique. Hein. Seulement, c'était juste dans la scène métal. Bien sûr que c'est pas que dans la scène métal. Faut devenir assez intransigeant sur ces sujets-là. Même quand il s'agit de vos groupes préférés, quoi. Daniel Draper et Lena Kampf révèlent que ce scandale n'a fait aucun mal à Rammstein. Au contraire, les chiffres d'écoute en streaming ont bondi et les concerts affichent toujours complets. C'est comme s'il n'existait pas de cancel culture dans le rock'n'roll. Il n'en existe pas beaucoup. Hein. Enfin, les seules fois où ça existe, c'est quand c'est une personne issue de la minorité qui va être désignée, qui va avoir commis des méfaits, qui doivent être aussi sanctionnés. Mais c'est les seules fois où j'ai l'impression que ça agit vraiment. La cancel culture, finalement, ça permet surtout de cancel les minorités. Till Lindemann se joue même de la polémique qui le vise. Tourné à Compiègne-Oise, le dernier clip vidéo de l'artiste Mainwelt met en scène une manifestation de militantes féministes appelant à tuer Till ou dénonçant la masculinité toxique. Et à Pâques, le chanteur a posté une photo de lui au restaurant en compagnie de Jérôme Botten, ancien footballeur du Bayern de Munich et de l'Olympique Lyonnais définitivement condamné en 2024 pour violence conjugale. Sur la table devant eux est posé l'exemplaire d'un journal titré « De Lindemann à Botten coupable ». Quelle charmante personne. Après, il a dit, l'organisateur du Hellfest, ils font hyper gaffe. Hein. Pourtant, non, mais franchement aussi, c'est hyper compliqué de se renseigner sur les groupes. Genre, ils cachent tellement ce côté-là de... Ils se cachent tellement. C'est tellement discret sur ce qu'ils font. Notamment aux femmes et aux personnes gays. Il y a le Hellwatch, donc c'est ok. C'est vrai. Pardon, on a mis une brigade. Ça a bien marché apparemment, hein, de ce qu'on va voir sur l'article suivant. Mon frère m'a demandé pourquoi je boycottais Rammstein. Je lui ai dit... Et qu'il me disait... Mais c'était un coup monté, je me suis bien renseignée. C'est pratique, hein, du coup. Non mais moi je sais, monter. Daniel Draper et Lena Kampf estiment que programmer Till Lindemann n'est pas un choix neutre. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été condamné qu'on peut balayer d'un revers de la main tous les débats qui ont émergé au cours des 2 dernières années. Interrogé par le Parisien, Benjamin Barbeau. C'est cette interview que je voulais vous montrer, mais elle est payante. Patron du Hellfest s'exprime « Je ne suis pas juge, mais directeur et programmeur de festival ». Il l'a dit pareil il y a 3 ans. Ou 2 ans. Les poursuites judiciaires contre lui ont été abandonnées par le parquet allemand faute de preuves. Et moi, j'invite les artistes que les gens ont envie de voir. Afin de soutenir que son événement n'est ni un repère de macho, ni un endroit insécure pour les femmes... ah ouais, Benjamin Barbeau brandit volontiers la place grandissante allouée aux artistes féminines sur son line-up. Tu les mets en danger un peu du coup, hein. Vendredi 20 juin, une scène principale sera entièrement dédiée à 9 groupes menés par une vocaliste Within Temptation, Epica, Elung, mais c'est pour dire menés par des femmes, c'est ça. Et ok, j'invite Rammstein, mais à côté j'invite des meufs. Ça prouve vraiment que aussi tu les invites pour faire bien, quoi. Mais ça prouve aussi à quel point c'est rare qu'ils invitent des femmes pour s'en vanter. Je me rends compte. Place grandissante à la fois quand on part de une femme par an, c'est facile de doubler voire quadrupler. Oui, voilà, c'est ça en fait, c'est que c'est hyper rare qu'il y ait des meufs au point où là on s'est dit waouh, ça fait un truc de fou, on en a invité plus. on a des cautions vagins. C'est bon, vous n'allez pas nous emmerder, hein. J'ai des potes meufs, ok. Donc c'est bon. Violence conjugale, transphobie, soutien Israël, le cas de Ronnie Radke. J'ai envie de dire Radke, mais c'est pas ça. À en croire le créateur du festival ligérien,
Un musicien aurait donc sa place au Hellfest tant qu'il n'est pas condamné par la justice. Ce principe est pourtant démenti par la participation de Ronnie Radke, leader du groupe états-unien Falling in Rivers, et figure de proue de la journée de clôture du festival le dimanche 22 juin. Originaire de Las Vegas, le chanteur qui évolue aux frontières du rap et du métal a un épais casier judiciaire. En 2008, il a été condamné pour coups et blessures aggravées du fait de son rôle dans le meurtre de Michael Cook, un lycéen de 18 ans. Ok. En raison de cette décision de justice, Ronnie Radke s'est vu refuser l'entrée au Royaume-Uni en décembre 2024, contraignant Falling in Rivers à annuler sa tournée prévue outre-Manche. Putain, ils ont été basés. En 2012, le musicien a été condamné pour avoir blessé en jetant son micro deux de ses fans venus assister à un concert du groupe dans le New Jersey. En 2014, il est une fois encore attrapé par la justice pour des violences commises sur son ex-compagne Sally Watts, selon un jugement du tribunal de Los Angeles, Californie, que Mediapart s'est procuré. L'homme de 41 ans est par ailleurs connu pour ses multiples homophobes et transphobes sur les réseaux sociaux. Pour le constater, nul besoin d'aller chercher bien loin, il suffit de consulter la rubrique dédiée de sa page Wikipédia. En août 2019, sur Twitter, Ronnie Radke s'adresse au comédien gay Elijah Daniel. On peut s'accorder sur le fait que si tu me croisais en personne, je t'effraierais au point que tu voudrais t'excuser, même pour le sida. Wow! Let's go! En juin 2024, le chanteur lance une opération de vente de t-shirts intitulée Panda Express, Leave the Kids Alone. Proxénète Express. Ah, Pandore, c'est Proxénète Express, laissez les enfants tranquilles, montrant un panda devant un drapeau arc-en-ciel. J'en étais sûre que ça allait y avoir l'arc-en-ciel ou un truc comme ça. L'intégralité des bénéfices est reversée à Gay Against Groomers, une association états-unienne d'extrême droite qui mène une campagne contre la transition de genre chez les mineurs, l'éducation aux LGBT-phobies en milieu scolaire et les lectures de contes par les drag queens. Waouh, carrément. Genre, waouh. Ah oui, c'est au point. Oh, c'est ouf, ça va si loin. En fait, je suis hyper... je me suis dit, mais ils ont vraiment des lubies. Mais oui, forcément. Ils ont une obsession incroyable quand même. Ok. Eh ben, il doit être super content depuis qu'il y a Trump. En septembre de la même année sur X, Ronnie Radke raconte qu'être trans en 2024 est devenu à la mode et beaucoup le font simplement pour se faire remarquer. C'est clair, surtout que ça se passe hyper bien pour eux actuellement en plus. Seuls quelques-uns sont réellement trans tandis que les autres font semblant d'être trans. Parce que finalement que tu fasses semblant ou pas, t'es discriminé pareil, j'ai envie de dire. Donc est-ce vraiment une question logique à se poser? C'est genre de dire mettons quelqu'un fait semblant, qu'est-ce que ça peut te foutre? Même si je vois pas l'intérêt, vu ce que tu te prends dans la gueule et vu que tu perds tes droits et vu que tu risques de te faire agresser, voire de mourir juste parce que tu choisis le genre qui ne t'a pas été assigné à la naissance, je suis pas sûre que ce soit hyper intéressant de faire semblant. Ils veulent même interdire des choses imaginaires, oui, en fait, ou des trucs vraiment qui ont l'air d'être hyper rares, genre lecture de contes par des drag queens, genre, c'est un truc hyper répandu ça, de fou. Gros sujet pour l'extrême droite, la lecture par des drag queens aux US. Bah c'est qu'en fait, le sujet c'est surtout ces personnes-là, attention, faut pas qu'elles approchent, parlent ou même soient dans la même pièce que des enfants. Pas qu'aux US, oui, bah oui, et puis ça se développe de fou. Regardez, il fait peut-être semblant d'être trans, tabassons-le. Ouais, voilà, j'ai envie de dire, quand bien même quelqu'un le fait, bah, je sais pas, se met des fois en femme et des fois en homme. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Genre, en vrai. En parallèle, l'artiste s'affirme comme un fervent soutien d'Israël. Il a tout. Dans la guerre à Gaza, le génocide, qualifiant les militants pro-palestiniens de privilégiés gâtés et prétendant que les critiques faites à l'État hébreu viennent souvent de personnes s'identifiant comme LGBTQIA+, ou ayant des pronoms non traditionnels dans leur biographie sur les réseaux sociaux. Ah, il a fait... Waouh. Il a réussi à faire une stat qui pop de son huc. Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. Non mais en fait, les gens qui soutiennent Gaza, c'est des gens, souvent ils ont des pronoms bizarres. Source moi-même. Effectivement, les gens qui sont LGBTQIA+, ont plus tendance, sauf une partie privilégiée, à être de gauche. Et les gens de gauche ont plus tendance à, normalement, soutenir les Palestiniens qui se prennent un génocide. Voilà, j'ai des explications comme ça. Bim, je suis dingue. Ah, quel génie, hein. Non mais j'ai capté, moi, un truc. En fait, je soutiens Israël parce que les gens qui soutiennent la Palestine, c'est des gays. Franchement, c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Et encore une fois, t'as envie de dire « et donc ?» Parce que, imaginons, même c'est le cas. T'as envie de dire « et donc ?» Vraiment, les justifications, mais me terminent.
Failing in Reverse, le groupe de Ronnie Radke, a sorti le 20 mai 2025, donc il y a très peu de temps, le single God is a Weapon, en collaboration avec le chanteur états-unien Marilyn Manson. Allez, accusé de violences sexuelles, physiques et psychologiques par plusieurs de ses ex-compagnes, dont la comédienne Evan Rachel Wood, disparue des radars depuis. Un artiste que le directeur du Hellfest certifie par ailleurs avoir refusé cette année. De mon point de vue, sa situation est beaucoup trop trouble pour le programmer, argue-t-il. Argumente en gros. D'accord, Marilyn Manson, ça passe pas. Mais tous ses potes, y a... ok, pas de souci. Marilyn Manson m'a pas demandé, alors je l'ai refusé qu'ils viennent. Ça, c'est tellement ça, Kato. J'avoue, c'est tellement ça. Des rares artistes se rebiffent. Questionné en 2023 par Ouest France à propos de la programmation du groupe dont les membres ont été mis en cause pour violence sur conjointe, Benjamin Barbeau rétorquait « Je n'ai pas vu, moi... » Il va dire... Attends, je lis pas. Il va dire « Je ne suis pas juge. » Je n'ai pas vu, moi, personnellement, tel ou tel artiste frapper son épouse. Oh, c'est pire que ça. Donc je m'arrête à ça. Waouh! Attends. Vraiment, il sort ça? Il sort cet argument, mais je l'ai pas vu, moi. Hein. Mais j'ai pas vu frapper sa femme, donc je voulais que je vous dise. Hein. Si moi je l'ai pas vu, bah il l'a pas fait. Hein. Moi, il a été sympa avec moi. Hein. Moi, il m'a pas frappé. Donc pourquoi il aurait frappé sa femme? C'est incroyable. C'est Ben qu'il faut cancel du Hellfest, je crois. J'ai pas vu, moi, personnellement, tel ou tel artiste frapper son épouse, donc je m'arrête à ça. Bah, je sais pas, Marilyn Manson, tu l'as pas vu frapper son épouse non plus, je pense. Mais lui, ça se compliquait, lui. Bah oui, parce que lui, les gens veulent plus le voir à force. Il en a tellement des casseroles. Mais tu les as pas vus plus, je pense. Cette année-là, déjà, le Hellfest avait assumé d'accueillir des hommes comme Johnny Depp, guitariste du super groupe de hard rock Hollywood Vampires, accusé de violence conjugale par l'actrice Amber Heard, disparue des radars depuis. Effectivement, aussi. Tommy Lee, batteur du groupe de glam rock Motley Crue, condamné en 98 à 6 mois de prison pour avoir frappé son épouse d'alors, actrice et mannequin Pamela Anderson, ou Tim Lampsis, chanteur du groupe metalcore californien As I Lay Dying, condamné en 2014 à 6 ans de prison pour avoir commandité l'assassinat de sa femme auprès d'un tueur à gages. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec leur femme? Mais waouh! Waouh! Ah waouh! Ça va hyper... C'est des trucs hyper graves. Hein. On n'est pas sur il a fait un tweet ou il a participé à du harcèlement, ce qui est déjà beaucoup. Mais voilà, je veux dire, moi je veux hiérarchiser quand même. Là, on est sur de l'assassinat, des meurtres, plusieurs. Ils font de la prison. C'est ouf. C'est ça, seulement 6 ans. Hein. Et du coup, lui, il est en tête d'affiche. Bah, il est au groupe. Il est invité, ouais. Ouais, bah, il a fait ses 6 ans de prison et c'est bon, quoi. Il est sorti en 2020. Feinedy, le groupe de punk hardcore Laval Birds, Inro, a annoncé en conséquence annuler sa participation à cette édition du Hellfest. Bien. Depuis quelques années, la position du festival sur les questions telles que le mouvement MusicToo ou la place des idéologies d'extrême droite dans nos scènes n'est pas assez claire. Nous pensions que notre place était sur scène pour passer le mot et essayer de convaincre un public que nous n'atteindrions pas en dehors de ce festival. Ok, essayer d'atteindre un nouveau public. Nous réalisons que le meilleur moyen pour nous d'exprimer notre mécontentement est de partir. Je comprends aussi le fait de vouloir, en tant que groupe, aller sur scène pour passer le message opposé et montrer que t'es pas d'accord avec ça. Un autre groupe, le trio féminin Grandma Ashes, a opté pour une démarche différente, maintenir sa présence au festival et profiter de l'opportunité pour passer un message. Bah voilà, franchement, les deux positions sont louables. En inscrivant les slogans No Abuser on Stage, pas d'agresseurs sur scène, ou Spotlight on Us, Shame on Them, les projecteurs sur nous, honte sur eux, sur leurs instruments et t-shirts. Bon, ça aurait été bien de faire un peu plus encore, mais c'est un premier pas, c'est un premier geste, j'ai envie de dire. On a été confrontés à des avis divergents de notre public concernant notre venue à Hellfest, malgré le fait que nous ayons dénoncé sur scène pendant notre passage la complicité du festival quant à la venue d'artistes très problématiques, commentent 2 ans plus tard les musiciennes parisiennes. Enfin, je comprends que le public il soit entre deux culs, finalement. Dans le sens où bah, elles ont quand même beaucoup profité du festival en faisant ce message, mais en faisant... On peut espérer qu'elle fasse plus ou on peut espérer qu'elle n'y aille pas. Je comprends le fait qu'elle y aille quand même parce que c'est important aussi de pas laisser la place de cette scène à quelqu'un d'autre qui serait un potentiel agresseur. Il y a ça aussi, finalement, t'as un peu cette responsabilité en disant bah ouais, mais nous au moins, on va être un peu un groupe safe, ça va peut-être voilà, faire du bien aux gens. Et en même temps, tu fais venir ton public dans cette ambiance, donc c'est une responsabilité. Il y a les deux positions, je les accepterai en tant que public, surtout si en plus tu passes un message. On était bien triste d'entendre, c'est à vous de ne pas participer pour montrer votre désaccord, alors qu'on est totalement d'accord sur le fait qu'il faut prendre la place pour ne plus laisser les créneaux aux groupes problématiques, aux agresseurs. Ouais, je suis aussi d'accord en vrai. La scène nous appartient artistiquement et politiquement. Mais quand tu es engagé politiquement, tu vas avoir un public engagé politiquement aussi, et forcément il va avoir des convictions plus fortes que les groupes de merde qu'on a cités avant, et du coup, il y a des chances pour qu'ils aient des positions voilà, plus fermement
contre ce que tu vas faire, quoi. Si t'as une position qui peut faire débat. En 2023, toujours le groupe de punk nantais Poésie Zéro avait quant à lui vertement pris le public à partie. Hellfest de merde, capitale de la dissonance cognitive, personne n'a envie d'être à l'affiche aux côtés de Johnny Depp. S'était décrié le chanteur François-Xavier Josset. En 2024, l'Ofofora avait fait venir des militantes du mouvement Femen sur scène en vue de dénoncer les violences sexistes et sexuelles au sein du festival. Ça fait du bien de voir des groupes que j'écoute s'impliquer. Ouais, c'est bien. À la fois, je pense qu'il existe une bonne part du public du Hellfest pas au courant. Donc y être pour dénoncer peut avoir du sens. Mais est-ce que cette part ne s'en fout juste pas? En fait, on risque de te dire « Ah, c'est bon, ils nous font chier, nous on est là pour faire la fête, ok ?» Au bout d'un moment, faire la fête, à quel prix, quoi. Joint par Mediapart, Pascal Gug, directeur de la jeune fédération des musiques métalliques FMM, qui réunit les acteurs de la filière en France, regrette qu'il n'y a pas assez de groupes qui profitent de cette énorme vitrine qu'est le Hellfest pour balancer des messages utiles. Ça veut dire que tu participes à ce que tu dénonces. Et participer à ce qu'on dénonce, c'est toujours assez discutable en termes de conviction. C'est ça le problème. C'est comme jouer dans un film pour jouer mal dans ce film parce que tu le trouves problématique. Bah, t'as quand même pris le billet, tu vois, t'as quand même... Donc oui, c'est compliqué. Je comprends les groupes qui font l'un ou qui font l'autre, mais faut se rendre compte que quand tu participes à un truc que tu veux dénoncer. Donc forcément, voilà. Au sujet de la programmation Till Lindemann ou Failing in Reverse, cet observateur aguerri note qu'il y a une faculté de résistance de la scène rock par rapport à ces sujets-là qui est problématique. Arrêter une tournée, c'est un coût important, et cette réalité prévaut aujourd'hui, hélas, sur ce que tel ou tel artiste a pu commettre. On n'arrive pas à jauger le niveau d'acceptabilité au regard des enjeux économiques. Ils s'en foutent de jauger, en fait. Ils disent « Ah, bah cette personne va rapporter, c'est bon, c'est tout. » Parce qu'il n'est pas juge, et puis lui, il n'a pas vu taper sa femme, alors, hein. La FMM tiendra un stand à l'espace VIP du festival de Clisson. Je suis assez partisan de la logique du cheval de Troie, fait savoir Pascal Gug, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être dedans et essayer de militer dans le bon sens, même si on n'est pas d'accord, avec les choix artistiques plutôt que de s'opposer fermement. C'est un peu aussi le débat rester sur X ou pas, hein, finalement. Il y a un peu de ça. Hein. Mais bref, c'est un autre débat. Donc voilà, on va passer au dernier article de ce soir. Donc ça, c'était tous les problèmes qui ont été dénoncés par Mediapart avant même la tenue du festival, donc environ 10 jours avant. On va voir maintenant l'après-festival. L'article date du 5 juillet, on est le 16 juillet, donc c'était il y a vraiment pas beaucoup de temps. Exactement, Noriel, il y a le côté, je pense que le côté cool, comme un peu dans le rap en fait. Le fait que dans ces milieux-là, c'est cool d'avoir un casier, c'est cool d'avoir fait de la prison, c'est cool d'avoir un côté violent. Et ben je pense que ça participe énormément. Est-ce que ce soit décomplexé aussi? Est-ce que ça fait une ambiance d'anticonformiste, anti-système et tout, alors que t'es juste quelqu'un qui a frappé, qui a tué un homosexuel qui t'avait rien fait, qui a tabassé ta femme qui t'avait rien fait, qui est néo-nazi, et des trucs comme ça. Enfin genre voilà, c'est... Non, c'est pas cool. Ce sera jamais cool tout ça. Au Hellfest, des festivaliers ont été racolés pour passer du bon temps avec le chanteur de Rammstein. Qu'est-ce qu'on a dit plus tôt? C'est marrant parce qu'il a été cité dans l'interview qu'on a vue et il a été cité dans l'article précédent. Et maintenant, eh ben on va voir qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu. Selon nos informations, une employée de Till Lindemann a abordé des femmes. En plus, bah oui, c'est vrai qu'ils délèguent des employés pour faire ça. A abordé des femmes à l'espace VIP du festival pour leur proposer de rejoindre un after privé dans l'hôtel de l'artiste à Nantes. La superstar allemande a fait l'objet depuis 2 ans d'accusations de prédation sexuelle de la part de jeunes fans. Il est environ 22h30, jeudi 19 juin 2025 à Clisson, Loire-Atlantique. Tête d'affiche de la journée inaugurale du Hellfest, Till Lindemann, illustre chanteur de Rammstein, groupe germanophone le plus vendu dans le monde, vient d'achever son concert sur la scène principale devant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Lisa, j'imagine que c'est anonymisé, Lisa sirote un verre à l'espace VIP, une oasis située à l'écart de la foule et accessible aux artistes, techniciens, techniciennes, bénévoles, partenaires, invités de l'événement. Présente au festival en tant qu'exposante, la femme de 35 ans attend avec une amie le concert du groupe Sun No, prévu à 22h55 lorsqu'elles sont abordées par une dame habillée tout en noir, très classe, avec un visage un peu sévère qui parle anglais avec un accent de l'Est. Elle nous demande si on aime Till Lindemann de Rammstein. Puis elle propose de venir à un after avec eux dans un hôtel à Nantes. Ma copine lui demande en quoi ça consiste, et là elle nous répond « Bah vous savez, il s'agit de passer du bon temps, de lui tenir compagnie ». Dans un post éphémère diffusé sur son compte Instagram d'une story, que Mediapart a consulté, et Nora, l'amie de Lisa, affirme avoir été elle aussi approchée. Une femme est venue nous voir, après avoir vu plusieurs autres femmes, elle nous a dit qu'elle cherchait des jeunes femmes jolies pour Till. Je suis loin d'être la seule à avoir été invitée à cet after.
Lisa et Nora ne sont pas dupes, elles ont eu vent des histoires qui circulent depuis que la presse allemande a en 2023 levé le voile sur le système de prédation organisé au cours du groupe Rammstein. Une dizaine de jeunes femmes avaient témoigné en relatant toutes peu ou prou le même scénario. Des fans ont été recrutés par l'intermédiaire des réseaux sociaux ou repérés au premier rang du concert, des concerts, avant d'être conviés en coulisses pour des fêtes. Certaines d'entre elles disent avoir bu de l'alcool ou consommé des drogues et avoir eu des relations sexuelles avec leur idole Till Lindemann, 62 ans. Je regarde la meuf et lui dis que j'ai entendu parler d'elle, reprend Lisa. Je vois son visage se refermer, elle me sort « Tu sais qu'on est allé au tribunal et que j'ai été innocentée ?» Ah, même elle y a été. En août 2023, le parquet de Berlin a en effet classé sans suite, donc pas innocentée, l'enquête pour agression sexuelle ouverte 2 mois plus tôt. Ils l'ont classée vite sans suite, contre le chanteur faute de plainte, parce qu'aucune victime directe ne s'était manifestée auprès de ses services, sachant que les victimes sont dans plein de pays différents. Lisa indique alors avoir coupé court à la conversation. Ensuite, un pote vient me voir et me dit qu'il s'est passé la même chose avec une copine à nouveau, retrace-t-elle. Comme elle était sous choc, elle n'a pas osé dire non tout de suite. La nana nous a filé son contact Instagram en lui disant qu'il ne restait plus que 2 places pour 2 autres filles dans le bus. Oh putain, c'est un bus de meufs. Il se tape un bus de meufs recrutés comme ça. Le gars, il fait son petit harem, ils ont carrément prévu un bus de meufs. Mais en vrai, c'est super courant les groupes qui ramènent des meufs du public en backstage. Oui, j'ai souvent entendu parler de ça, les groupies qui les suivent et puis pour espérer un jour rentrer dans ces fameux backstage après le concert et tout. C'est vraiment un truc qu'il faut rendre un peu moins normal quand même. Selon les informations de Mediapart, la femme qui a abordé Enora, Lisa et les autres cette nuit-là au Hellfest s'appelle Alena Makeva. Cette russe de 37 ans qui se présente sur son compte Instagram comme la directrice de casting en tournée avec Till Lindemann. Ouais, donc on voit quel type de casting du coup. A fait l'objet de nombreux portraits dans les médias pour son rôle clé dans le scandale de Rammstein. Le groupe avait d'ailleurs assuré à l'époque qu'il avait congédié son employé. Bah oui, c'était sa faute, en plus. Même si elle est clairement complice, mais ça me fait rire le côté non, mais c'est elle aussi, elle nous ramène des meufs, on sait pas pourquoi, du coup on l'a virée. Le 20 juin, Alena Makeva a publié sur les réseaux sociaux plusieurs images d'elle-même dans l'enceinte du Hellfest, posant devant la fontaine de sang, ou une sculpture de crâne butiné par des papillons signée Philippe Pasca, 2 œuvres d'art emblématiques de l'espace VIP du festival. Sollicitée par Mediapart, Alena Makeva et le manager Till Lindemann n'ont pas donné suite. La directrice de l'établissement 4 étoiles affirme n'avoir rien remarqué d'inhabituel. C'est le même argument que ce bomben. Moi perso, il m'a pas ken. C'est tout ce que je peux dire. Ni constater la présence de personnes qui n'étaient pas enregistrées sur la liste des pensionnaires. Ils ont été très respectueux. Mais oui, il y a peut-être un peu de musique sur la terrasse, dit-elle à Mediapart. On n'a pas vu le bus. Putain, il y a un bus, quoi. Dans un courrier adressé le 25 juin au directeur du Hellfest, Benjamin Barbeau, que ce dernier a transmis à Mediapart, l'agent Till Lindemann déclare ne pas comprendre l'objet de cette controverse. Ni l'hôtel, ni personne d'autre ne nous a contactés pour se plaindre. En amont de l'événement, Mediapart avait interpellé le Hellfest au sujet de la programmation du chanteur de Rammstein en demandant comment le festival se positionnait par rapport à ses pratiques de casting et si des mesures avaient été décidées. Bah oui, il y a la brigade je sais pas quoi là, la brigade Watch. Concernant l'organisation, pour veiller à ce que ces faits ne surviennent pas dans les coulisses de l'événement, son porte-parole, Eric Perrin, n'avait pas donné suite. En donnant accès à l'espace VIP à Alena Makeva, le Hellfest a-t-il manqué à ses obligations de sécurité des festivalières? Relancé sur le sujet, Benjamin Barbeau dit « Il est évident que si l'information de ce casting nous avait été exposée par l'artiste en amont, bah il va pas te le dire. Puis il s'en fout de toute façon. Nous ne l'aurions pas autorisé. Mais il y a des gens qui en parlent depuis des années en fait. » Et il a dit, alors il faut savoir qu'il avait dit plus tôt dans un article du coup de 2023 que s'il venait, il serait hyper vigilant par rapport à ses pratiques. Et là c'est « Oh bah si on avait su, on aurait fait gaffe hein. » Incroyable. Comme pour chaque artiste participant, le festival met à disposition un certain nombre d'invitations VIP en nombre restreint. Nous leur remettons des accès, bracelets, tout ça, libre à eux de les distribuer, donc possible que des personnes que nous ne connaissons pas, n'avons pas accueillies, aient été invitées, poursuivies, machin. Il est un peu long, donc vas-y, je m'en fous de son blabla nul. Lisa qui assure ne s'être jamais sentie en danger au Hellfest en tant que femme, confie avoir été déstabilisée par la situation. Je trouve ces méthodes dégueulasses et ça me met en colère de savoir que c'est de surcroît une femme qui en recrute d'autres, sans parler du fait qu'elle ne les prévient pas de ce qui les attend réellement. Dans la rubrique de son site internet dédié à son dispositif de prévention Hellcare, voilà, c'est l'équipe Hellcare qui est censée être une équipe de 60 personnes qui aide en cas d'agression sexuelle. Le festival ligérien qui accueille 280 000 personnes, ouais c'était 240 000 il y a quelques années, 280 000 personnes sur 4 jours, annonce la couleur, le Hellfest applique une politique de tolérance zéro envers toutes sortes de violences, qu'elles soient sexistes, sexuelles, racistes, homophobes, transphobes ou validistes. Bon, tu fais venir des néo-nazis, homophobes et agresseurs sexuels violents envers les femmes, mais tolérance zéro la team. La brigade c'est pour les prolos.
Les stars, c'est ok. Ouais, c'est ça. C'est que les gens riches qui ont le droit de l'agresser sexuellement. Hein. Ce principe va là pour les participants et participantes, elle l'est aussi pour les artistes prévus à l'affiche. Outre Till Lindemann le Grand, Raoul des musiques extrêmes faisait jouer cette année le chanteur états-unien Ronnie Radke, dont on a vu là un article qui en parlait, condamné pour complicité de meurtre, coups et blessures aggravées, violences conjugales, coutumier des saillies homophobes, transphobes sur les réseaux sociaux, ou le batteur norvégien Bart Eyton, condamné en 1994 pour avoir tué un homosexuel de 37 coups de couteau. Mais c'est une erreur. À notre connaissance, aucun effet ou témoignage nous a été apporté quant aux agissements de ces artistes. Bah si, les associations, et plein de gens en parlent tout le temps, qui seraient contraires à la charte. Et que ces mêmes artistes ont accepté de signer, certifie Benjamin Bardot. Nous rappelons que le rôle d'un programmateur est justement de programmer des concerts, et non de se substituer à la justice. J'allais dire, je suis pas juge. Il va dire ça. Nous rappelons que le rôle d'un programmateur est de justement programmer des concerts et non de se substituer à la justice ou de se poser un arbitre moral sur des questions de société de réhabilitation. Alors, et sur des questions de sécurité pour les femmes qui viennent au concert, t'y as pensé peut-être? C'est peut-être bien de... Voilà. Elles ont pas le droit d'être protégées, non? Les agresseurs, oui par contre. Hein. Dans un entretien bilan de l'édition 2025 accordé au journal Le Parisien, partenaire officiel de l'événement, Benjamin Bardot, qui prend à cette occasion la pose devant le portrait de Till Lindemann. Ah, en plus, c'est lui! Ah oui, oui! Fait aussi savoir, on ne commande plus les polémiques. Je conçois qu'il y en aura tout le temps, car le festival est devenu le centre de plein d'intérêts et de curiosité. On ne veut pas participer au buzz. C'est notre ligne. Gros mytho, va. Malgré les polémiques qui se multiplient d'année en année, l'attachement du public pour le Hellfest demeure. Le 8 juillet, le festival mettra en vente les passes 4 jours pour son édition 2026, sans même que le line-up soit connu. L'an dernier, les 55 000 billets avaient été épuisés en seulement 25 minutes. Et voilà ce qui conclut notre petit tour du Hellfest 2025. Alors, verdict, vous allez prendre les places? Bah non, mais c'est déjà fait en fait, en plus le 8 juillet. Avez-vous pris vos places pour la prochaine édition? Eh bébé, vous avez une phrase pour conclure un peu tout ça là? Parce que moi je suis un petit peu sans voix. Je comprends qu'on puisse pas du tout faire la police pour tous les groupes, spécialement, je comprends tout à fait. Mais je considère que quand t'as de telles accusations qui sont vraiment extrêmement graves, on part parmi les pires crimes qu'on puisse commettre, et qu'en plus, il y a plein de trucs qui sont faits même pendant les festivals. C'est ta responsabilité de vraiment protéger ton public et de protéger le message qui va être donné à ton public. Juge pas, j'étais pas là. La phrase de fin, c'est « On peut pas juger la team, on n'était pas là ».